Bienvenue à tous sur cette conférence, visioconférence sur le tri des papiers d'une personne décédée. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec la structure Movadom, Famille Zen, Adapsia et cette visioconférence est financée par le département des Hauts-de-Seine via la conférence des financeurs et la CNSA qu'on remercie beaucoup de nous permettre de proposer ces visioconférences gratuites. Je vais me présenter, puis ensuite, Estelle, je te passerai la main. Donc de mon côté, je suis Gwendoline Cotresse, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'organise chaque semaine des visioconférences pour les retraités et je fais aussi des conférences en présentiel dans les communes, bien sûr qui en ce moment sont annulées, mais sinon habituellement, c'est aussi une partie de mon activité. Et j'ai également une petite nouveauté. J'ai écrit et enregistré avec Isabelle Palassin, une psychothérapeute, un livre audio qui s'appelle Ça déménage et qui est lié au déménagement, en fait, qui explique et décrit les problématiques et aussi toutes les caractéristiques d'un déménagement à la retraite. Il y a également une partie, si vous êtes aidant, sur le déménagement en EHPAD, donc n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, hein, à aller l'écouter et à me dire via le questionnaire satisfaction qu'il y a sur notre site ce que vous en pensez. Donc c'est sur le site movadom.com et vous avez une partie livre audio ou movadom.com/livre. Merci à tous et je vais te laisser la parole, Estelle. Alors, je ne sais pas si tu as la Voilà, je vais activer le son. Tu m'entends Super, bien? Vous m'entendez bien? Eh ben, bonjour à tous. Et bravo Gwendoline, quelle belle nouvelle, hein. merci Félicitations pour Estelle. ton livre. Très, très utile, le déménagement et les petits trucs et astuces pour le déménagement. C'est ça. Euh, je démarre la présentation, je prends le contrôle. Oui, tu peux prendre le contrôle et puis je te laisse te présenter et puis présenter ton café zen également, qui plaît beaucoup. Absolument. Alors, je suis donc Estelle. J'ai créé Family Zen, qui est une structure d'assistance administrative, il y a déjà 10 ans. Et depuis 2 ans, j'ai également créé un café Zen. Donc, c'est un café administratif. C'est un lieu où on vient faire traiter ses papiers. Voilà, c'est comme un bureau, mais au lieu que ce soit un bureau, eh bien, c'est un café, un restaurant même. Alors, pour l'instant, le restaurant est fermé, mais on fait de la vente à emporter. Mais par contre, on peut recevoir pour traiter les papiers et pour faire du coworking, du télétravail. Voilà, donc je m'y trouve actuellement. Je suis dans l'une des salles, un des petits salons, pour faire cette conférence. Donc c'est comme si je vous avais à mes côtés au sein du Café Zen. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un sujet, on va discuter d'un sujet. Tiens, il y a une slide qui est passée. Il y a une slide qui manque. Oh. Ah ben, elle est inversée. Bon, alors on Oui, va c'est peut-être commencer. ça, c'était l'inversion. Oui, c'est peut-être pas la bonne inversion que tu m'avais demandé. C'est pas grave, on va naviguer comme ça. Oui, alors on va travailler sur un sujet qui est délicat pour certaines familles ou pour certaines personnes, c'est même un sujet tabou. Soit par les jeunes qui n'ont pas envie d'en parler, qui n'ont pas envie de parler de ce sujet avec leurs grands-parents, soit les grands-parents qui se trouvent un petit peu dans le stress et donc ne souhaitent pas aborder ce sujet. Donc aujourd'hui, on va lever un peu les tabous et on va parler de cette solitude quand un être s'en va. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc, je suppose que c'est quelque chose qui vous parle parce que dans notre vie, eh bien, nous avons tous malheureusement perdu un être cher. Si ce n'est pas votre cas, eh bien, c'est une grande chance, mais malheureusement, nous sommes tous mortels et nous devons tous passer par le grand départ, le grand saut. Donc, je vais essayer d'aborder le plus de thèmes possible par rapport à ça. Bien sûr, on reste dans le thème du tri, du rangement et des démarches administratives. Alors, on va voir la surprise que nous a fait Gwendoline, si je tombe sur ma bonne slide ou pas. Oui, c'est ça.
Le plus important quand on se retrouve dans la situation où c'est un être cher qui est parti, c'est de trouver du soutien parce que c'est extrêmement compliqué de se retrouver seul. Et donc, le plus important, c'est de trouver du soutien pour échanger, se retrouver, parler du défunt, être écouté, voilà, se sentir soutenu. Bien évidemment, tout le monde ne vit pas le deuil de la même façon, donc il faut en être conscient et il faut accepter ces différences. Alors, quand on en vient à trier les papiers d'un être disparu, c'est une double épreuve, hein, je dirais, parce que ça nous fait entrer dans sa vie, hein, c'est très intime, ça nous fait entrer dans sa vie, dans son territoire. Donc, si c'est son conjoint, bon, il y a des choses qui, bien évidemment, on voit au quotidien, donc c'est déjà un peu moins raide, je dirais. Mais de toute façon, voilà, trier les papiers d'un être disparu est vraiment une très grande épreuve. Alors, on va revenir en arrière parce que j'ai vu que ma slide suivante. Excusez-moi, on navigue, hein, mais tout va bien se passer. Voilà. Je voulais vous préciser quand même que ces informations aujourd'hui sont à prendre sur le terme large de personnes décédées, parce qu'en fait, il y a énormément de spécificités dans le sens où on peut très bien être retraité ou être actif, être une personne seule ou être une personne en couple, être avec ou sans descendance. Et donc là, on parle vraiment de la personne décédée. Et ensuite, lorsqu'il y aura des spécificités, eh bien, vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, j'ai oublié de présenter, excusez-moi, je fais un petit aparté, mais j'ai oublié de présenter Frédéric, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Frédéric fait partie de l'équipe de Famille Zen. Elle est intervenante en assistance administrative et donc elle pourra répondre à vos questions sur le côté, sur le fil de la conversation. Voilà, Frédéric vous dit bonjour à tous. Excuse-moi, Frédéric. Je suis passée un petit peu vite sur la présentation, mais voilà, Frédéric est là pour m'accompagner aujourd'hui et répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des particularités, vous pouvez les poser à côté, on essaiera d'y répondre. Sachez quand même qu'il y a des sources d'informations qui sont vraiment mais très intéressantes. Alors, il y a le site de servicepublic.fr, il y a le site de la CNAV. La CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc, ça fait partie de notre ministère de la Santé pour la partie retraite. Ensuite, il y a la CPAM, c'est la sécurité sociale, la CAF pour la caisse d'allocation familiale et les impôts. Donc, sur impôts.gouv, vous avez vraiment une mine d'informations. C'est très important si vous avez besoin si vous avez une question spécifique, d'aller sur ces sites-là. Vous aurez normalement la réponse précise. Et puis enfin, il y a le notaire de famille qui peut répondre à vos questions, ou bien le CDAD, qui est le Conseil départemental de l'accès aux droits. Voilà, aux droits et aux obligations. Et là, vous pourrez obtenir une information de qualité sur les droits et les obligations. Voilà, donc là, j'ai posé le cadre et nous allons donc démarrer la présentation. Voilà, donc la première chose, c'est d'avoir l'acte de décès de la personne. Ça, c'est vraiment le document indispensable dont vous aurez besoin pour toutes vos démarches. Donc, il est indispensable que ce soit des démarches administratives, des démarches juridiques. Et donc, c'est ce document qui va prouver le départ, le défunt, et donc clôturer des comptes, clôturer des abonnements. Alors, vous pouvez normalement obtenir une copie, enfin, si c'est vous qui êtes en charge du traitement des papiers, normalement, l'hôpital ou la morgue vous aura, ou le médecin légiste vous aura donc remis un acte de décès intégral avec même plusieurs exemplaires. Pour certains organismes, vous pourrez faire des photocopies ou des scans, et pour d'autres, ça sera donc l'acte de décès original, donc notamment pour les banques. Si jamais vous êtes à court, en général, on nous en donne vraiment suffisamment, hein, mais si vous êtes à court, vous pouvez très bien aller sur service public. Là, je vous ai mis le lien. Ah, excusez-moi, j'ai cliqué. Je vous ai mis le lien. Donc, sur service public, vous pourrez demander une copie intégrale. C'est utile si ce n'est pas vous qui avez obtenu l'acte de décès et que vous devez quand même
vous occuper des démarches administratives. Alors moi, je vous conseille de garder cet acte de décès, au moins un exemplaire de cet acte, parce qu'il peut être utile dans plusieurs décennies pour les futurs héritiers ou descendants qui souhaiteraient voir un petit peu quel était, faire un arbre généalogique et voir un petit peu l'historique de la famille. Moi, je trouve ça très intéressant. Je suis retournée dans mes papiers de la famille et j'ai retrouvé des actes de naissance et des actes de décès de personnes des générations d'il y a 4 ou 5 générations. Ça fait plaisir pour les descendants. Donc, gardez-en une copie, ça peut toujours être utile. Donc, une fois que vous avez l'acte de décès, vous organisez les obsèques. Donc, en premier lieu, eh bien, il convient de vous assurer, ça c'est très important, du respect des dernières volontés du défunt. Alors, est-ce que il souhaite une inhumation, une crémation, pardon. C'est un lapsus entre crémation et création, et c'est intéressant. Je ne m'étais jamais posé la question. Don du corps à la science, c'est important de savoir quelles étaient ses dernières volontés et est-ce que ces dernières volontés ont été communiquées via un testament, un contrat d'obsèques, même les directives anticipées. Pensez-y aux directives anticipées, hein, c'est un petit formulaire de 2-3 pages à remplir avec la personne de votre choix, la personne de confiance et à laisser dans votre dossier. C'est bien aussi d'en faire un scan, c'est bien de l'envoyer peut-être à une personne aussi, une personne supplémentaire de la famille. Ça permet de poser vos volontés. Tant que vous avez toute votre tête, tant que vous pouvez vous exprimer. Alors, quand je dis toute votre tête, c'est aussi toute votre capacité à décider. À un moment donné, vous pourrez peut-être ne plus les exprimer, que ce soit par un problème physique ou par un problème plutôt de mémoire ou de choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire les directives anticipées. Ensuite, une fois que vous avez donc récupéré ces dernières volontés, je vous conseille d'aller aux pompes funèbres. Les pompes funèbres vont vous aider à tout organiser. Et vous pouvez tout à fait faire plusieurs pompes funèbres. Essayez de demander à 2 ou 3 des devis différents. Et c'est important, c'est pas seulement le prix qui est important, c'est la relation que vous allez avoir avec les pompes funèbres. Il y a des personnes avec qui on s'entend plus ou moins bien. C'est un moment extrêmement délicat, donc vous avez le droit de choisir la personne des pompes funèbres avec qui vous vous sentirez le mieux. Donc n'hésitez pas à aller faire 2 ou 3 devis ou aller rencontrer 2 ou 3 pompes funèbres différents. Et donc, ils s'occuperont de tout et ça, c'est vraiment important. Ils vous guideront, ils vous feront des recommandations. Sachez aussi que les frais peuvent être pris en charge dans différents contrats, dans certains cas. Alors, on va passer sur ces types de contrats parce qu'on ne les connaît pas forcément tous et c'est important de savoir qu'il en existe différents. Alors, ils sont prélevés, sachez que les frais d'obsèques sont prélevés sur l'actif de la succession. Excusez-moi, je m'hydrate un petit peu. À force de parler. Si le solde est insuffisant, si l'actif de la succession n'est pas suffisante, eh bien, les héritiers sont tenus de payer même s'ils renoncent à la succession. Donc ça, c'est important de le savoir. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc, il faut vérifier aussi si le défunt avait souscrit un contrat d'assurance pour payer ses obsèques. Et ça, vous pouvez prendre connaissance de tous les contrats que la personne décédée avait sur le site agira.asso.fr. Alors, voilà les quelques contrats qui pourraient exister ou que la personne aurait pu contracter. C'est peut-être aussi des contrats que vous-même, vous avez souscrits. Donc, il y a d'abord le contrat d'assurance obsèques. Ça, c'est donc spécifique pour un financement des obsèques. Donc, il permet le versement d'un capital à une personne qui a été désignée comme bénéficiaire pour s'occuper, ou même une société de pompes funèbres, pour couvrir en partie le coût des obsèques. Donc, je dis bien en partie et non pas la totalité. D'accord ?
Ensuite, il y a un contrat obsèque. Alors, il faut faire attention, hein, contrat d'assurance obsèque et contrat obsèque, eh ben, c'est différent. D'accord? Ce sont deux contrats distincts. Il permet également de financer et d'organiser les funérailles. Donc, il y a une petite différence. Et donc, il faut aller voir dans ce contrat qui précise les conditions de prise en charge selon les obsèques et leurs coûts. Donc, ça soulage la famille, bien sûr, de certaines démarches et de certains frais, comme le service religieux, les annonces dans la presse. Donc, il faut aller voir ces contrats pour comprendre qu'est-ce que ça prend en charge. Ensuite, vous avez le contrat d'assurance décès. Alors, celui-ci, il permet à la personne désignée par le souscripteur de recevoir un capital. Mais ce capital, la personne, le bénéficiaire, n'est pas obligé de l'utiliser pour les obsèques. Il peut, bien sûr, mais il n'est pas obligé, il n'en est pas contraint. Alors, nous en avons d'autres aussi. Je vais vous les présenter tout de suite. C'est le capital décès de la sécurité sociale, donc du service public. C'est une indemnité qui est versée à la famille du défunt par la sécurité sociale à la condition qu'il ait été salarié. Donc là, il faut le demander. Il faut écrire un petit courrier à la CPAM pour demander cette indemnité du capital décès. Ensuite, il y a le capital décès d'un fonctionnaire. Donc, si le défunt a été fonctionnaire, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un capital décès, mais le fonctionnaire devait être en activité. Donc, s'il était retraité, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il devait être en activité et il faut également le demander auprès de l'administration de employeur du fonctionnaire. Ensuite, il y a le remboursement de la CNAV des frais d'obsèques sous certaines conditions. Alors, les conditions, eh bien, il faut aller le chercher dans le contrat. Donc, c'est le remboursement d'une partie des frais d'obsèques si la CNAV a encore de l'argent à payer aux défunts. Par exemple, des arriérés de pension de retraite. C'est quand même assez rare qu'il y ait des arriérés, mais s'il y en a, eh bien, voilà, vous avez la possibilité d'obtenir le remboursement, qui est d'ailleurs plafonné à 2 286 €. Pour cette information, il faut aller sur le compte du défunt, et le compte, je vous l'ai mis, donc c'est amélie.fr, Amélie sans E, Amélie, A-M-E-L-I. Donc, pour en bénéficier, eh bien, il faut envoyer la facture des frais d'obsèques ainsi que l'acte de décès. Et là, vous envoyez un original. Il faut savoir que être héritier ou ayant droit n'est pas nécessaire pour se faire rembourser. Donc, si jamais vous vous occupez des papiers du défunt, mais que vous n'êtes ni héritier ni ayant droit, vous avez quand même le droit d'aller demander ce remboursement auprès de la CNAV. Ensuite, et en dernier lieu, vous avez les organismes complémentaires de mutuelles. Donc, on a la CNAV, qui est la CNAV ou la CPAM pour la partie service public. Et ensuite, vous avez des organismes complémentaires ou supplémentaires d'ailleurs. Et donc, dans certains cas, vous pouvez bénéficier d'une aide pour payer une partie des frais d'obsèques. Vous devez contacter directement les caisses de retraite complémentaires, les mutuelles. Sachez que certains de ces contrats sont compatibles, d'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir une partie des obsèques payée par un organisme et une autre partie par un autre organisme. Mais attention, vous ne pouvez pas être payé 2 fois pour les frais d'obsèques, d'accord? Donc, ça sera un complément et non pas 2 fois la même. Donc, important aussi, si la famille du défunt n'a pas les ressources suffisantes pour les obsèques, eh bien, la commune du lieu de décès peut prendre en charge les frais d'obsèques. Mais dans ces cas-là, la mairie va choisir les pompes funèbres, donc ce n'est plus vous qui allez les choisir, ils ont des contrats avec des pompes funèbres, et le maire va faire l'évaluation des ressources de la famille, des ressources du défunt. Voilà, j'espère que déjà ces deux slides, ces contrats, ces présentations de contrats vous ont un petit peu mis la puce à l'oreille parce qu'on n'est pas forcément très au courant de ce genre de choses. C'est assez confus, je trouve, c'est très opaque. Et vraiment, si vous-même, vous n'en avez pas fait, je pense qu'il est important de vous pencher sur la question maintenant, commencer à étudier les possibilités, les différents contrats qui peuvent exister, combien ça va vous coûter à vous et combien ça va et à quelle hauteur ça va aider la famille.
famille ou les héritiers. Alors, la slide suivante, nous allons parler des démarches administratives à réaliser parce que, voilà, une fois que vous avez organisé les obsèques, eh bien, après l'enterrement, et je vous invite à ne pas démarrer le travail de tri ou de démarche avant l'enterrement. Laissez la personne, le défunt, être mis en terre, laisser la famille se recueillir. Et une fois que ce deuil a été fait, vous pouvez démarrer certaines démarches. Il n'y a aucune urgence à le faire avant que la personne soit enterrée, avant que voilà, la cérémonie ait eu lieu. C'est vraiment très important. Je trouve, pour le repos psychologique de la famille, des héritiers, des personnes qui restent, de se concentrer sur les obsèques, sur l'enterrement, et ensuite viennent les démarches. Voilà, vous avez entre 1 mois et 6 mois sur certaines démarches, donc vraiment, prenez le temps de le faire. Ces démarches vont vous permettre d'obtenir des remboursements, de modifier des contrats, d'ouvrir certains droits, de classer, d'archiver. Voilà, donc c'est un travail qui est un travail de longue haleine qui prend plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, il faut être patient. Alors, je démarrerai par la démarche de santé. Donc, vous allez vérifier si la personne décédée avait encore des factures auprès des pharmacies ou des hôpitaux à régler, parce que ça, c'est vraiment à faire en premier lieu. Moi, j'ai l'habitude avec mes clients seniors qui déposent donc leur feuille de soins auprès de la pharmacie ou leurs ordonnances, et la pharmacie livre soit à la résidence senior, soit au domicile. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a des petites factures qui s'accumulent. Voilà, des factures de 2-3 factures qui s'accumulent. Pensez à vérifier s'il n'y a pas ce genre de choses pour la personne qui vient de partir. Ensuite, il faudra contacter la sécurité sociale, la CPAM, ainsi que la mutuelle pour obtenir le remboursement des derniers frais médicaux qui ont été engagés. Et c'est l'occasion aussi de leur retourner la carte vitale, que vous prendrez le soin de la découper, et la carte mutuelle aussi, vous l'envoyez à la mutuelle. Donc, bien évidemment, la carte vitale à la CPAM, la carte mutuelle à la mutuelle, accompagnée d'un acte de décès. Voilà, et vous envoyez un petit courrier quand même pour leur demander de faire ces derniers remboursements. Sur les dossiers médicaux. Donc, c'est la 3e étape. Ça, c'est plus tard dans votre tri. Donc, sur les dossiers médicaux, vous allez faire un tri. Au niveau des ordonnances, des analyses et des radios, il n'est absolument pas nécessaire de les conserver s'il n'y a pas de pathologie héréditaire. S'il y a des pathologies héréditaires, bien sûr, vous conservez non pas les ordonnances, mais au moins les analyses, d'accord ? Et pensez à recycler et à ne pas jeter les radios, ne pas les mettre n'importe où. Ça se recycle des radios. Donc, il faut trouver les laboratoires qui vont vous les reprendre. Voilà, donc déjà, ça, c'est un tri très important que vous allez faire dans les 6 mois, donc pour le tri sur les ordonnances et les analyses. Par contre, pour la CPAM et la mutuelle, faites-le dans le mois qui court. On va passer à la slide suivante. Alors, toujours dans le domaine de la santé ou de la retraite, on va passer à la retraite, mais la CNAV est donc dans le même ministère. Donc, on est sur donc, le domaine du service public. Il va falloir que vous identifiez toutes les caisses de retraite possibles. Alors, j'insiste sur ça parce qu'en fait, il y a des caisses complémentaires et des caisses spécifiques que vous ne connaissez peut-être pas. Vous voyez, j'ai fait cette présentation à ma maman hier pour la répéter un petit peu, et là, elle me dit, mais moi, je ne suis pas du tout au courant de la caisse de retraite militaire de mon papa. Voilà, donc elle avait donné tout le dossier au notaire et elle n'en s'en était pas du tout préoccupée.
depuis, je suis rentrée dans le métier de l'assistance administrative, mais voilà, donc en fait, elle est passée à côté de la retraite de militaire de mon papa, qui a fait la guerre d'Algérie. Voilà. Donc, pour obtenir la liste complète de ces caisses de retraite, eh bien, écoutez, il y a une petite astuce, c'est que vous prenez l'avis, la déclaration pré-remplie des impôts. Vous savez, vous recevez la feuille bleue des impôts et à la 4e page, donc au dos, vous avez toutes les retraites qui sont listées avec des noms. Alors, c'est un petit peu la chasse au trésor, je vais dire, parce que en fait, c'est pas parce qu'on a un nom qu'on va savoir comment faire avec ça. Mais c'est déjà, en fait, vous commencez à tirer sur la ficelle, hein, sur la pelote de laine qui va se dérouler. Donc, une fois que vous avez les noms de ces caisses de retraite qui donc ont versé des retraites aux défunts, eh bien, il va falloir aller chercher le papier correspondant. Alors, c'est un petit peu problématique parce que depuis quelques années, nous ne recevons plus automatiquement les avis des caisses par papier. Il faut les demander. Donc, allez chercher les caisses de retraite d'il y a 4-5 ans. D'accord. Allez chercher ces papiers d'il y a 4-5 ans. Prenez les anciens dossiers. Alors, vous allez me dire, mais j'ai jeté les impôts d'il y a 5 ans. Alors, bon, bah, très bien, d'accord. Bah, prenez les derniers, ceux d'il y a 4 ans, puisque ceux-là, vous les avez certainement. Donc, vous prenez votre avis, votre déclaration pré-remplie des impôts. Au quatrième page, vous avez toute la liste des caisses de retraite. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez très certainement donc les adresses, les noms, les adresses que vous pouvez vérifier sur Internet parce que certaines peuvent avoir changé d'adresse et peuvent avoir été rachetées par une autre caisse. Mais en gros, si vous ne le faites pas vous-même, vous donnez bien tous ces papiers au notaire, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des demandes de réversion. D'accord? Il y a des pensions de réversion à obtenir de chacune de ces caisses qu'il va falloir accompagner d'un acte de décès. Donc ça, ça va vous permettre de mettre un petit peu, d'avoir un petit peu de sous, chaque mois ou chaque trimestre supplémentaire. Donc c'est très important, même si c'est 50 € par mois, c'est quand même important. Alors, le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peut faire l'objet d'une action en recouvrement auprès des ayants droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, certaines personnes ne pensent pas à avertir les différentes caisses ou services ou organismes du décès de la personne. Et donc, la personne décédée continue à bénéficier de versements de retraite. Et lorsque les caisses s'en aperçoivent, eh bien, elles font une action en recouvrement et donc elles vont demander aux ayants droit, elles vont demander aux personnes qui ont touché ces versements de rembourser sur 5 années à partir du décès. D'accord? Donc, c'est vraiment, c'est sérieux, hein, il faut faire très attention à ça. Voilà, nous allons continuer sur les démarches. Donc, en cas de conjoint survivant, donc si c'est vous qui êtes le conjoint survivant, il va falloir vous pencher sur les papiers à conserver. Alors, sachez que vous devez garder les papiers durant la durée légale recommandée. C'est pas parce que la personne est décédée qu'il faut tout jeter. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, les administrations peuvent très bien vous demander des comptes, peuvent très bien vous demander de justifier certaines choses pendant la durée légale. Donc, si c'est une facture que vous devez conserver 2 ans, eh bien, vous devez conserver 2 ans après le décès. Enfin, il faut conserver 2 ans, le décès compris. Donc, vous devez faire très attention à la durée légale des papiers. Alors, certaines démarches doivent être faites dans le mois. Donc, par exemple, informer du décès les impôts, les caisses de retraite,
les retraites complémentaires, l'assurance maladie et la mutuelle, on vient de le voir, les compagnies d'assurance, que ce soit pour le véhicule, pour l'habitat, il faut faire modifier la carte grise, il faut demander des aides auxquelles vous pouvez prétendre, la colocation veuvage, la location de solidarité aux personnes âgées. Vous faites, comment ne passer à côté de rien au niveau de ces allocations, c'est très important. Alors, modifier ces contrats, ça veut dire que vous devez écrire à tous les organismes qui vous envoient des courriers à monsieur ou madame. Il va falloir donc les lister et leur envoyer donc un acte de décès pour ces organismes, par exemple les compagnies d'assurance ou oui, les compagnies d'assurance par exemple. Vous pouvez très bien envoyer une copie, il n'y a pas de souci, ou un scan. Et donc vous devez leur dire: mon conjoint est décédé, merci de modifier le contrat et de me le mettre à mon nom propre. D'accord? Donc, si, par exemple, l'assurance de la voiture était au nom de monsieur et madame, et que c'est madame qui est partie, eh bien, monsieur, vous écrirez à l'assurance pour dire: merci de modifier le contrat, mon épouse est décédée, et vous le mettrez à mon nom personnel. Voilà, donc ça c'est très important. Il faudra le faire également au niveau des banques, mais attention, moi je vous conseille de le faire en dernier pour les banques. Pourquoi? Parce que si vous envoyez tout de suite un courrier aux banques, eh bien ils bloqueront les comptes immédiatement. Et comment allez-vous faire ensuite pour payer les différentes factures que vous devez payer pour l'hôpital, pour la pharmacie, pour les différentes, le téléphone, pour toutes les factures que vous devez payer? Vous serez bloqué. Donc, ne faites pas ce genre de choses comme ont pu le faire certains de mes clients. Ça vous bloquerait, vraiment, ça serait très ennuyeux. Donc, vous faites toutes vos procédures d'abord. Et puis, moi, ce que je vous recommande, c'est de lister toutes les banques, tous les comptes que votre défunt époux ou épouse avait, de façon à ce que ce soit le notaire qui s'en occupe. Et le notaire va mettre une petite enveloppe, une enveloppe de côté qui permettra aussi de régler tout ce qui restera à régler, comme par exemple les impôts. D'accord? Et qui avertira de ne pas bloquer les comptes, mais qui va les modifier de façon à ce que vous puissiez continuer aussi à payer et à vivre avec donc l'argent qui arrive sur votre compte. Voilà, dans les 6 mois, lancer la succession auprès du notaire. Moi, je trouve que 6 mois, c'est un petit peu tard. Je dirais que dans le mois qui suit le décès, eh bien, prenez rendez-vous avec le notaire. Il va vous donner la liste de tout ce que vous aurez à préparer en amont, et ça prend du temps. Alors, bon à savoir aussi, pour connaître toutes les banques dont le défunt était client, eh bien, vous pouvez très bien avoir accès au fichier FICOBA. Alors, ça ne vous donnera pas évidemment le contenu c'est pas un relevé de compte que vous allez avoir, c'est le nom des banques et peut-être même les numéros de compte. Oui, tout à fait, les numéros de compte que vous allez pouvoir lister et donner ensuite au notaire. Voilà, l'association Agira permet d'avoir des informations sur les contrats d'assurance vie également et les assurances décès souscrits par le défunt. Donc, ça peut être très important pour vous. Voilà. Alors, il y a une notion à préciser au niveau des impôts qui n'est pas toujours su des personnes qui s'occupent des papiers. C'est qu'en fait, vous allez recevoir, donc il faut bien sûr écrire aux impôts pour leur dire que la personne est décédée. Si donc vous êtes le conjoint survivant, vous allez recevoir une seule déclaration pré-remplie. Or, il va falloir faire 2 déclarations. D'accord? Une commune jusqu'à la date du décès. Donc, on va dire si la personne est décédée le 15 avril, aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir une déclaration du 1er janvier jusqu'au 15 avril, commune, avec tout ce qui concerne les charges et les crédits, donc tous les chiffres qui ont été pré-remplis. Il va falloir les modifier et faire un prorata du 1er janvier au 15 avril. Puis, il va vous falloir éditer, donc aller sur Internet, par exemple, et vous tapez le numéro du CERFA que vous avez reçu. Et donc, vous allez devoir imprimer une deuxième feuille, une deuxième déclaration que vous allez remplir vous-même. Et vous allez la remplir et faire un prorata du 16 avril jusqu'au 31 décembre.
Voilà, donc c'est des petites choses qui sont importantes. Si vous ne savez pas le faire vous-même, vous le donnez au notaire ou vous le donnez à une personne de votre famille qui est bienveillante et qui va pouvoir s'en dépêtrer avec vous, hein. Il faut que vous soyez au courant, bien sûr. Voilà, donc dans la majeure partie des cas, il s'agit de le faire quand même. Bah, déjà, là, par exemple, je vous donne le 15 avril, mais ce n'est pas le 15 avril 2021, hein, c'est le 15 avril 2020, puisqu'on fait toujours la déclaration sur l'année précédente. Voilà. Alors, il se peut que le défunt n'ait pas de survivant, qu'il n'y ait pas de conjoint, qu'il n'y ait pas d'enfant. Et dans ces cas-là, bah, si c'est vous qui vous occupez de tous les papiers, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez quand même préparer le dossier pour le notaire qui s'occupera de trouver des héritiers potentiels. Et s'il n'y en a pas, eh bien, donc il vous avertira de ce qu'il va devoir faire. Mais vous, de votre côté, vous allez vous occuper de faire le tri des papiers. Donc, gardez le strict nécessaire concernant les papiers, selon la durée légale. Et puis, bah, pour tout ce qui reste, les livres, les vêtements, les meubles, les tableaux, eh bien, vous le faites en accord avec le notaire s'il n'y a aucun survivant. Il y a des associations qui peuvent être intéressées par les meubles. Il y a des associations intéressées par les vêtements. Donc, voilà, allez-y, demandez et cherchez, ça peut être vraiment très intéressant. Les livres, c'est un petit peu plus compliqué parce que aujourd'hui, vous le savez, il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent conserver les livres parce que ça s'abîme vite et aussi parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs. Les bibliothèques maintenant n'acceptent quasiment plus les livres. Par contre, il y a des endroits dans les gares où on peut déposer des livres. Alors, il faut faire attention. Avec le Covid, ça a peut-être été mis de côté. En tous les cas, vous-même, si vous récupérez les livres, gardez-les dans un sac plastique pendant quelques jours à l'extérieur avant de prendre le livre qui aurait été déposé par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les maisons de retraite prennent parfois les livres, mais pas toujours, ça dépend. Voilà, ça dépend du type de livre, ça dépend s'ils ont eu un don dans les jours précédents. Les maisons de retraite et les résidences seniors. Vous savez qu'il y a des résidences seniors qui sont des résidences autonomes, qui sont absolument extraordinaires. Moi, je les mets en avant. Je trouve que c'est fabuleux, ces résidences autonomes. Ça permet, à partir d'un certain âge, de ne plus être isolé chez soi, mais d'être dans une résidence où habitent d'autres personnes de son âge avec des services partagés. C'est vraiment super. Et effectivement, ils ont systématiquement des bibliothèques qui sont alimentées en général par les résidents. Alors, un petit coup d'eau, excusez-moi. Merci. On arrive. J'en profite pour dire que Frédéric fait un travail formidable sur le chat. Il y a des dizaines de questions extrêmement précises. Bien joué. Hein. Ah, merci, super. Bravo à tous déjà de poser vos questions parce que c'est pas évident de poser des questions sur un sujet aussi dense. Et bravo à Frédéric qui connaît le sujet par cœur puisque c'est avec elle. Hein. Ah oui, c'est avec Frédéric qu'on a fait la présentation, donc elle connaît le sujet sur le bout des doigts. C'est vraiment c'est son bébé là qu'on est en train de présenter. C'est ça exactement. Je sens effectivement que Frédéric maîtrise parfaitement le sujet et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement compliqué et qui suscite beaucoup de questions, ce qui me fait penser qu'on pourra à creuser peut-être sur ce sujet. Parce que c'est vrai que là, on vous l'avoue, il y a beaucoup d'infos. Hein, voilà. Il y a beaucoup d'infos, donc peut-être qu'on y travaillera ensemble pour voir quelque chose qui aille sur certains sujets en particulier. Et sur les livres, je confirme, Estelle, que pour donner des livres en EHPAD, c'est de plus en plus compliqué parce que chaque personne vient dans l'EHPAD et décide de léguer ses livres, en fait. Donc, vous retrouvez... Et il y a la même chose avec les pianos, par exemple. Chacun dit, je vais donner mon piano à l'EHPAD, je vais donner mes livres. Et ils sont envahis, en fait. Hein. C'est vrai que... Exactement. Ouais. Donc, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai vu deux questions passer. Une, est-ce que Frédéric a une formation de juriste? Alors, non, nous sommes
sommes assistants administratifs. Assistants administratifs, c'est quoi? C'est vraiment, nous sommes votre bras droit. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et faire ce que vous ne pouvez plus faire ou ne souhaitez plus faire. Nous avons dans l'équipe des juristes, mais pour le travail que nous faisons, nous n'avons pas besoin d'avoir un passé de juriste. Nous sommes vraiment des assistants administratifs, des facilitateurs de vie. Et ce n'est pas nécessaire dans notre travail, dans notre métier d'être juriste. Par contre, pour les choses, les sujets très pointus, nous déléguons aux juristes ou aux notaires. Voilà. Et puis, il y avait une question. Oui, il y a Catherine qui nous dit ça va très vite. Oui, ça va très vite et c'est très frustrant pour moi aussi parce que je suis contrainte par le temps. J'ai 1 heure pour vous présenter un sujet qui est extrêmement vaste et qu'on pourrait en fait développer en 3 heures. Mais je vous donne en fait aujourd'hui, je vous donne des bribes d'informations pour que vous puissiez dire ah ça m'intéresse, je vais aller ensuite creuser le sujet. Ou tiens, ça je ne connaissais pas, je vais aller m'informer. Donc je vous donne des multitudes de pistes aujourd'hui. Si vraiment ça a été, de toute façon, je crois que vous allez pouvoir avoir la présentation, donc vous allez pouvoir revoir. Il y a le replay, en Il y a effet, le Estelle. replay, voilà, il y a le Oui. replay, il y a les slides, donc vous pouvez le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Et puis, je vais vous mettre nos coordonnées aussi à la fin de la présentation pour que si jamais vous êtes dans le besoin pour un accompagnement ponctuel ou régulier, on est là pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez plein de solutions pour retrouver les informations qui passent aujourd'hui très, très vite. C'est vrai. Et n'hésitez pas dans le questionnaire satisfaction à la fin, s'il y a des sujets en particulier dans la conférence que vous voulez qu'on aille plus loin, et on pourrait imaginer avec Estelle, parce qu'on a eu pas mal de bonnes nouvelles et de financements qui confirment qu'on va pouvoir faire d'autres conférences, visioconférences. N'hésitez surtout pas à nous le dire, ça nous donne plein d'idées et j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on peut vraiment creuser, donc, et sur lesquels Estelle et Frédéric sont en plus extrêmement pointus, donc c'est parfait. Il y a une question qui est pour toi, Gwendoline, sur les meubles. Ah non, c'est le transfert des meubles. Oui, je vais, Libouban, je vais vous donner mon mail. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, je pourrais vous donner des adresses. Oui. D'ailleurs, Gwendoline, ça me fait penser qu'on pourrait rajouter une slide parce que toi, tu as plein d'adresses intéressantes sur ce sujet. On pourrait peut-être mettre une slide supplémentaire. Tout à fait, c'est une très bonne idée. Ouais, avec plaisir. Voilà, alors nous en sommes sur les papiers à conserver. Alors il y a une adresse vraiment mais incontournable qui est service-public.fr. Il vous donne les délais de conservation des papiers. Ça s'applique, comme je vous le disais tout à l'heure, après le décès du défunt. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces durées. Alors ce sont des durées qui sont des durées minimales, durant lesquelles il est prudent de garder des documents afin de pouvoir exercer un droit ou répondre à une demande qui émane d'une administration ou d'un organisme. Ça va vous permettre d'apporter des preuves devant la justice si c'est nécessaire, d'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas tout jeter et puis en cas de doute, garder les documents un tout petit peu plus longtemps, on ne sait jamais. Voilà, il faut savoir que les délais de conservation sont assez généraux sur le servicepublic.fr et il n'y aura pas évidemment tous les cas, ce n'est pas exhaustif, mais en général, on fait appel à son bon sens pour pouvoir avoir cette information. Le minimum serait de 2 ans de toute façon pour un document, donc n'hésitez pas à garder encore un petit peu les papiers si vous pensez si vous avez un doute. Voilà, il y a toujours des cas particuliers, donc nous y reviendrons, vous pouvez poser vos questions sur les cas particuliers, mais sur service public, il n'y a quand même pas énormément de cas particuliers, il y a tous les cas généraux. Donc là, je vous ai fait une copie de ce qu'on voit sur service public, donc sur la partie
vos droits. Donc, vous voyez, vous avez des grandes rubriques, travail, chômage, retraite, papier militaire, particulier employeur. Et quand vous cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le bas, donc ça se déroule. Et là, vous avez le détail des papiers à conserver dans cette rubrique-là. Et ensuite, à droite, vous avez le délai de conservation. Voilà, donc ça, c'est vraiment un site à aller consulter. C'est vraiment très important si vous ne savez pas combien de temps il faut garder ces papiers de retraite, ces papiers de santé, ces papiers de banque. Alors, une question qui nous est, qui revient souvent et qui est quand même en fait assez obscure pour nous parce que nous ne sommes pas de la génération numérique ou réseaux sociaux. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait du profil des défunts qui auraient été mis sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez que le grand tonton avait un profil Facebook déjà depuis 15-20 ans et qu'il a posté plein de photos de ses vacances, de ses petits séjours à la mer. Qu'est-ce qu'on fait de ce profil sur les réseaux sociaux? Alors, en l'absence d'une demande de la part des héritiers ou des proches, eh bien, la personne décédée continue d'exister sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas si le grand tonton reste sur Facebook alors qu'il est décédé depuis 10 ans, eh bien, c'est que personne n'en a fait la demande. Facebook ne peut pas être au courant du décès de tout le monde. Hein. Donc voilà, il reste présent sur la toile. La toile, c'est l'Internet. Alors, est-ce que les héritiers ou les proches peuvent mettre à jour le profil d'une personne disparue après son décès? Donc, imaginez que grand-tonton qui est décédé depuis 10 ans, eh bien, il continue à poster des photos de son enfance, des petites choses comme ça. Ce n'est pas lui qui le fait, hein, bien évidemment. C'est un héritier, c'est un proche qui a accès à sa page Facebook, qui a ses codes et qui donc fait vivre sa page. Voilà, la réglementation relative à la protection des données prévoit que les héritiers d'une personne décédée, justifiant de leur identité, peuvent demander au responsable d'un fichier de tenir compte du décès de celle-ci et de procéder à l'actualisation de ces données. Donc ça, c'est vraiment, ça vous a été copié pour que vous puissiez le relire à tête reposée. Mais en fait, Facebook propose aux proches du défunt de transformer le compte d'une personne décédée en mémorial. Donc voilà, peut-être que la personne du grand tonton, enfin un des héritiers du grand tonton a décidé de faire vivre ce compte comme un mémorial afin de permettre à sa famille, à ses amis de se recueillir et d'échanger. Donc c'est une sorte d'éternité numérique. Est-ce qu'il est possible de supprimer le compte d'un proche? Alors, en l'absence des directives du défunt, il est tout à fait possible pour les héritiers de faire supprimer le compte. Et là, c'est un peu compliqué. J'essaye moi-même de le faire pour mon grand-oncle qui avait 2 comptes Facebook. Et je vous avoue que ça prend énormément de temps. Donc, il faut écrire à Facebook. Il faut justifier de son identité. Et il faut bien évidemment envoyer un acte de décès. Donc ça prend du temps, mais on y arrive. Et il faut signaler le compte d'un utilisateur décédé auprès de la CNIL qui recense tous les liens permettant de gérer le compte d'une personne décédée. Voilà. Alors là, on a parlé de Facebook, mais c'est le cas de Google, d'Instagram, de Twitter et de bien d'autres. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc, pensez, une fois que la personne, une fois que vous êtes bien avancé dans vos démarches et dans vos tris, pensez à aller vérifier sur les réseaux sociaux si le défunt avait créé un compte sur un de ces outils-là. Alors, le dossier à préparer pour le notaire. Donc ça, c'est vraiment la partie la moins drôle. Ça va aller très, très vite. Pourquoi? Parce que, en fait, la liste, donc je vais vous présenter quand même la liste complète, mais en fait, le notaire va vous la donner, cette liste. Elle est sur tous les sites sur Internet, sur tous les sites notariés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va demander une intervention de ma part. Ça ne porte pas grand intérêt, mais je vous l'ai quand même transmise parce que ça fait partie des dossiers à trier et à préparer. Voilà, donc nous allons avoir les 4 slides suivantes.
par rubrique. Donc, la première concerne le défunt. Donc, vous allez devoir préparer tous ces papiers, l'extrait d'acte de décès et l'original de livret de famille et non la copie. Donc, les deux premiers là sont essentiels. Le notaire recherchera les autres documents si vous ne les possédez pas. Mais sinon, voilà tous les documents qu'il va vous demander concernant le défunt. Alors, j'en profite, je rebondis tout de suite pour vous inciter à préparer vous-même un dossier pourrait s'intituler succession ou en cas d'urgence ou si problème. Voilà, vous faites un dossier à part dans lequel vous allez commencer à mettre eh bien, la copie de ces documents-là ou l'original de façon à ce que si vous arrive quoi que ce soit, eh bien, ça sera facile pour vos héritiers, ça sera facile pour votre conjoint, ça sera facile pour la personne de confiance de retrouver ce dossier et de l'amener au notaire. Voilà. Donc, pensez. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir mettre un acte de décès. Hein, ça, c'est sûr. Vous allez me dire, c'est la palisse qui parle, mais vous pouvez très bien mettre une copie de livret de famille, une copie du contrat de mariage ou le contrat de mariage, mais commencez à préparer le dossier de façon à ce que la personne qui se chargera du tri, eh bien, y passe le moins de temps possible et que ce soit simple. Voilà, c'est déjà suffisamment lourd à faire, donc facilitez-leur la tâche. Voilà, ça c'est donc la suite concernant l'époux survivant et les héritiers ou les légataires. Il faudra aussi l'original des livrets de famille de chaque héritier, la copie du contrat de mariage, voilà, et les cartes, les pièces d'identité. Concernant l'actif, alors là, je ne vais vraiment pas tous vous les citer parce qu'il y a du général et du spécifique. Il faut juste faire attention, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il faut non seulement déclarer les comptes personnels du défunt, mais aussi ceux du conjoint survivant, si vous avez des comptes séparés. D'accord? Donc, pensez-y. Voilà. Ensuite, concernant le passif, hein, donc vous avez également toute une série de documents à rendre. Alors, donc ces slides-là, en tous les cas, le contenu, la liste du contenu, vous avez cette liste sur le site de la Chambre des notaires de Paris. Peut-être que votre notaire rajoutera ou retirera des petits points, enfin des éléments dont il n'aurait pas éventuellement besoin si au cours d'une discussion au préalable, vous avez échangé sur la vie du défunt. Mais en tous les cas, là, vous avez quand même une liste très, très complète sur les documents que vous allez devoir amener au notaire. Alors, il y a aussi la partie des biens propres. Donc, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, eh bien, on appelle cela des biens propres. Ce sont les biens acquis avant le mariage ou reçus par donation et succession pendant le mariage. Donc, vous avez l'obligation d'apporter, de justifier ces droits auprès du notaire. Voilà, donc 4 slides qui vont très très vite et je préfère m'attacher au reste des documents. Donc, les papiers porteurs de souvenirs. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tous les autres papiers qui sont à la maison et qui ne seraient pas des factures. Libre à vous, libre à chacun de juger si vous voulez les garder ou si vous voulez les jeter. Là, il n'y a pas, à partir du moment où vous êtes occupé du tri, des factures, des contrats, des assurances et tout ça. Il y a tout le reste, hein, voilà, les photos, les passeports, le permis de conduire, les bulletins scolaires. Ben, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est à vous de voir hein, si vous avez envie de les conserver ou pas. Alors, voilà, les bulletins scolaires, les diplômes, les recettes de cuisine, les journaux de voyage, ça peut être important pour les jeunes générations. Vous n'allez peut-être pas y trouver un intérêt. Vous allez vous dire, bah, les bulletins scolaires, franchement, quel intérêt? Ou même les dessins de son enfance, par exemple. Ben, au lieu de jeter,
demandez ou préparez des sacs, préparez des cartons et transmettez-les aux jeunes générations. Peut-être qu'eux seront intéressés par les photos de votre voyage de noces, peut-être qu'ils seront intéressés par des diplômes ou les recettes auprès. Moi, j'ai conservé les recettes de ma belle-maman parce que je les trouve très intéressantes et puis ça me fait penser aux petits plats qu'elle nous préparait quand elle était avec nous. Voilà. Et puis aussi, au niveau des archives professionnelles, alors tout dépend de la profession du défunt, mais certaines archives peuvent intéresser des chercheurs. Par exemple, les historiens regrettent le manque de données sur les entrepreneurs textiles du Sentier. Voilà, vous savez que dans le Sentier, là où on est d'ailleurs, là où le Café Zen se trouve, c'est historiquement un quartier de textile, de filature. Donc voilà, les historiens aimeraient en savoir davantage et malheureusement, il y a très peu d'archives. Donc, pensez-y, peut-être que le défunt avait une activité qui pourrait intéresser des chercheurs. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est un petit peu pour agrémenter et donner des petites précisions sur les papiers d'identité d'une personne décédée, son passeport, sa carte de séjour, le livret de famille, les papiers militaires. Eh bien, au départ, vous devez les garder dans le cadre de démarches administratives après le décès. Et là encore, en fait, c'est vous qui allez décider si vous avez envie de garder la carte d'identité et le passeport. D'accord? Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment à vous. Et puis, alors, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un message au restant de la famille. Si vous, ça ne vous intéresse pas, vous envoyez un message à la famille en disant voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite récupérer les papiers militaires, la carte de séjour, le passeport? Vous aurez peut-être des réponses. Voilà, sur les diplômes, c'est à garder dans les archives familiales, mais il n'y a aucune obligation, aucune nécessité. Les bulletins de salaire, alors les bulletins de salaire, vraiment, ce n'est pas nécessaire de les conserver parce que une fois que la personne, ça c'est dans le cas où le défunt était à la retraite, une fois que vous avez libéré vos droits à la retraite, les bulletins de salaire peuvent partir tous à la poubelle. Je vous le dis même pour vous aujourd'hui, si vous êtes à la retraite, si vous avez liquidé vos points retraite, aucune utilité de garder les bulletins de salaire, ça peut partir à la poubelle. Les papiers de divorce, si l'ancien conjoint est décédé, eh bien, il faut les garder si la personne, si c'est vous qui avez qui êtes le dernier, enfin le survivant, et que votre conjoint était divorcé, il faut les garder. Voilà, les procédures judiciaires. Alors, on nous a posé aussi la question sur les procédures judiciaires. Alors, c'est un petit peu précis là. Donc, le Code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La loi permet la transmission aux héritiers des droits et actions du défunt, sauf ceux attachés à sa propre personne. Donc, les héritiers disposent de tous les droits juridiques du défunt. Mais attention, si la question commence à devenir complexe, là, il faut aller voir un juriste ou un avocat. Donc, par contre, les actions intentées contre le défunt s'éteignent avec le décès. Donc, les héritiers ne peuvent pas être poursuivis pour des faits commis par leurs parents au sens large du terme. D'accord ? Pour les comptes bancaires, donc on vous invite à consulter Cyclades sur le site de la Caisse des dépôts et des consignations. Il permet de retrouver les comptes oubliés et peut-être récupérer l'argent qui s'y trouve. Nous, on a fait ça pour une cliente dont la personne, le conjoint décédé, avait ouvert un compte en Suisse. Et en fait, elle n'avait aucune information sur son compte. Elle savait qu'il y avait un compte en Suisse, mais pas plus d'informations. Et donc, elle a pu retrouver les coordonnées du compte en Suisse, un compte oublié, et bénéficier de l'argent qui s'y trouvait. Au niveau des locataires d'un appartement qui va passer en succession, le Code civil prévoit que le fait que le propriétaire n'est plus, ça n'a pas d'impact sur le contrat de location. Donc, en fait, le bail reste en vigueur, mais les héritiers ou les légataires universels deviennent alors les nouveaux interlocuteurs pour les locataires.
Voilà, donc ça c'était des petits détails supplémentaires. Maintenant, pour vous qui êtes là et qui êtes bien présents, ben, je vous invite à anticiper, à prévoir, à commencer à trier les papiers de votre vivant, trier vos dossiers, trier vos souvenirs, parce que ben, finalement, c'est quand même c'est presque un respect hein, vis-à-vis de celui qui va rester parce que ben, c'est lui faciliter la tâche, c'est de ne pas avoir à passer un temps incroyable à trier et c'est un temps qui est lourd comme je vous le disais au départ. C'est vraiment c'est un sujet qui est, ben, qui est particulièrement triste. Alors donc voilà, trier ces papiers, hein, c'est préparer à l'avance dans des dossiers spécifiques, tous les papiers nécessaires à la succession. Simplifier la tâche de ce qui reste. Vous en aurez excusez-moi. Donc, vous allez prendre cette tâche en main pour vous et puis vous prendrez soin de vérifier tous les ans que les documents ne sont pas désuets, qu'ils ne sont pas obsolètes et puis vous les remplacerez par des papiers, des éléments qui sont plus récents. Je vous parlais tout à l'heure du petit dossier urgence ou en cas d'accident ou en cas de décès. C'est vous qui l'intitulez comme vous le souhaitez, mais commencez à placer dans un endroit connu de tous. Voilà, moi, ma maman, elle m'a dit, dans ce placard, tu trouveras tout ce qui est important s'il m'arrive quelque chose. Donc, moi, je lui ai dit, bah, tu fais un dossier, faire, et tu mets en cas d'accident. Et je lui ai donné la liste des documents qu'elle devait mettre au moins en copie. Donc, il y a le livret de famille, la convention obsèque, parce que donc, il se peut que vous ayez un contrat obsèque. Et les souhaits concernant l'organisation de vos funérailles. J'avais une petite cliente qui voulait absolument mettre, elle avait une poupée qu'elle avait offert à sa filleule et sa filleule était décédée. Donc, du coup, elle avait récupéré cette petite poupée et elle avait demandé à l'avoir avec elle dans son cercueil. Ben voilà, c'est des petites choses comme ça, des détails qui sont importants. C'est les volontés, les dernières volontés. Donc, n'hésitez pas à les écrire. La musique que vous voulez avoir lors de votre dernière cérémonie, je ne sais pas moi. Soyez créatifs. Et puis, eh bien, pour le reste, gardez le strict nécessaire en termes administratifs, classez les documents souvenirs. Alors, dans les documents souvenirs, il y a aussi les documents souvenirs que vos enfants, petits-enfants, auront peut-être plaisir à découvrir. Voilà, c'est un échange qu'on ne fait pas toujours du temps de son vivant. Donc, les enfants et petits-enfants peuvent regretter de ne pas avoir ce moment-là. Donc, c'est peut-être l'occasion pour vous de contacter vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, et de leur dire, voilà, dans cette pochette, j'ai plein de souvenirs. Soit on organise une petite soirée ou une journée et vous me posez toutes les questions que vous souhaitez me poser depuis très longtemps et j'y répondrai et je vous montrerai plein de choses. Soit vous leur dites, bah, le jour où je viendrai à disparaître, vous trouverez tout un trésor avec, par exemple, vos journaux intimes, vos lettres d'amour. Voilà, donc ça peut être un peu la surprise voilà, mortem. Ou bien vous pouvez ne rien dire et préparer la surprise. Voilà, pour si jamais vous êtes plutôt dans une configuration, ben, je n'ai pas envie d'en parler, c'est un peu délicat pour moi. Mais vous savez, finalement, plus je traite le sujet et plus je me rends compte que les gens ont peur d'en parler, mais lorsqu'ils passent le cap, eh bien, en fait, tout le monde est libéré. Aussi bien le grand-parent que les enfants, petits-enfants. Voilà, je vous invite aussi, c'est un peu, je dirais, le mot de la fin, pensez à écrire vos mémoires. C'est quelque chose de fabuleux. Alors, c'est un peu la conclusion du du tri des papiers, du tri des souvenirs, mais pensez à écrire vos mémoires parce que voilà, on ne communique pas suffisamment dessus et pour les jeunes générations, c'est une mine d'or. Voilà, je vais terminer cette présentation sur le fait qu'il est important
de le faire, trier soit les papiers du défunt, soit de commencer à trier les papiers pour soi. Et c'est important de ne pas rester seul face à cette tâche qui peut être un peu lourde. Donc, faites appel à une personne extérieure qui pourra peut-être déclencher des ondes positives. Si vous n'êtes pas tout à fait rassuré pour le faire vous-même ou c'est difficile, et que vous n'avez pas envie de payer un service pour le faire, faites un échange de services avec un ami que vous allez inviter chez vous, qui va vous aider à trier. Et puis peut-être que la fois d'après, vous allez changer, vous allez l'aider à lui à trier ses papiers. Ou bien faites, je ne sais pas, vous l'invitez à un repas et en l'échange de quoi, il va vous offrir 2 heures de travail sur le tri de vos papiers. Si vous n'avez pas ces personnes bienveillantes autour de vous, vous pouvez tout à fait faire appel à un professionnel. Faites attention à ce que ce professionnel soit déclaré auprès du service à la personne. Déjà, ça vous donnera 50% de réduction fiscale. Donc ça, c'est très intéressant. Mais surtout, c'est un gage de sérieux. D'accord? Donc, ne faites pas appel à n'importe qui. Faites appel à un professionnel inscrit auprès de la directe en service à la personne. Voilà, donc c'est notre cas. Je boucle sur ce que nous sommes capables de faire. Donc nous sommes capables de faire tout ce que je vous ai montré là, tout ce que je vous ai présenté, puisque c'est notre métier. Donc on a des formules à la carte au tarif de 46 € de l'heure, avec une déduction fiscale de 50%. Donc en réalité, c'est 23 € de l'heure. La prestation pour des formules ponctuelles. Si vous voulez une formule régulière, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de nous une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 15 jours, c'est vous qui décidez, eh bien le tarif est plus bas, c'est 40 € de l'heure et c'est également défiscalisable à hauteur de 50%. Donc en réalité, ça vous revient à 20 € de l'heure. Voilà. Et donc nous sommes une quarantaine de personnes sur la France à intervenir au domicile pour faire tout ce qui est tri et gestion des papiers. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura apporté plein d'éléments, plein de pistes à creuser vous-même. Voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions, n'hésitez pas à revoir cette présentation qui est allée vraiment très, très vite, mais qui a abordé des sujets délicats. Exactement. Merci beaucoup Estelle. Merci Frédéric. Vous avez toutes les deux été d'une efficacité redoutable, je pense, et n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires via le questionnaire satisfaction, les questions qui pourraient être abordées. J'ai vu toute la partie, notamment documents administratifs numériques. Je pense qu'on pourrait aller plus loin sur le numérique, effectivement. Donc, dites-nous, voilà, ça c'est intéressant et on sera ravis d'avoir vos retours et de créer de nouvelles conférences, voilà, avec Estelle et Frédéric. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ce n'est pas une, mais 2 conférences que nous organisons. Et ça va être le cas pour les prochaines semaines parce qu'on a eu, voilà, de nouveaux financements, de nouveaux partenaires qui nous font confiance et notamment la conférence des financeurs de l'Essonne. Donc, jeudi 22 avril à 10h30, ce sera sur les résidences seniors avec le témoignage, si tout se passe bien, d'une personne qui habite en résidence senior. Et je vous présenterai un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'une résidence senior, l'aspect financier, gestion. Et puis, avec Valérie de Travelage, vendredi, un sujet un petit peu plus léger, comment voyager à 10 km de chez soi. Donc, comment on peut faire en sorte de changer les idées, de changer d'air, même en restant dans ce rayon qui nous est forcé. Donc, c'est le 23 avril à 10h30. Vous pouvez vous inscrire comme toujours et vous pouvez le proposer à des amis, des proches. Voilà, n'hésitez surtout pas sur movadom.eventbrite.com et les replays sont accessibles sur gomovadom.com/replay et je mettrai celui-ci très rapidement. Je vous rappelle notre livre audio. N'hésitez surtout pas à le retrouver sur notre site movadom.com, le livre audio sur le déménagement senior.
le questionnaire satisfaction qui est accessible juste ici, mais vous recevrez à midi également un lien qui vous sera envoyé. Vous avez, je vous le mets aussi dans la barre de conversation et ça nous est très, très utile. Je sais que ça vous prend un petit peu de temps et que ça peut être un peu rébarbatif de le faire à chaque fois, mais pour nous, c'est extrêmement important parce que ça permet à nos financeurs de justifier hein, qu'on fait notre travail et que vous êtes satisfait ou pas, mais en tout cas d'avoir des retours. Voilà. Donc, je vous remets les contacts de Family Zen parce que c'est effectivement, notamment pour ces sujets particulièrement intéressants. Donc le 01 79 73 68 66, mais également contact@familyzen.fr. Et on Merci, a Madeleine. prévu, pas de problème, Estelle. Et on a un petit cadeau qui est offert pour tout devis signé avec l'offre Movadom 2021. Donc voilà, c'est en plus. Et on remercie bien sûr notre financeur, le département des Hauts-de-Seine et la CNSA. Merci à tous pour votre participation.